Nous sommes en guerre. Either you are with us or you are with the terrorists. This is a battle between good and evil. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Parce que c'est notre projet! Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. À la fin des temps, les peuples vont faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. This is a global struggle. It's just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. C'était une façon aussi de honnêtement prendre des gens pour des cons. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Paniquer, ils vont se mettre à courir comme des poulets sans tête de partout. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mais je peux pas vous dire plus. Chers internautes, bonjour, bienvenue pour cette 26e chronique de l'Armageddon. Aujourd'hui en compagnie de Claude Janvier. Claude, bonjour. Eh bien, bonjour Raphaël et amis internautes, bien le bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission produite par Réseau International en partenariat avec JSF TV, Profession Gendarme et le Cercle des Volontaires. Alors, avant d'entamer bien sûr le cœur de cette émission qui sera consacrée au Festival Nexus où nous étions présents tous les deux le week-end dernier au château de Grévy dans le Jura. Je voudrais mentionner plusieurs choses. Donc déjà, nous étions présents avec une partie de l'équipe de Réseau International pour présenter la couverture du numéro 0, je le montre voilà ici, de notre nouveau magazine, puisque le Réseau International est un site internet qui existe depuis plus d'une douzaine d'années, et nous lançons un magazine à partir de septembre, un mensuel consacré à la géopolitique et à l'actualité internationale, avec une large part également à des sujets de société. Il y aura 10-12 pages dans ce 88 pages mensuel, donc c'est un projet assez ambitieux et j'aurai l'honneur et le plaisir d'être rédacteur en chef de ce nouveau magazine. Voilà, donc vous pouvez déjà vous abonner, hein. Et le site internet, c'est lemag.réseauinternational.net. Je mettrai évidemment le lien en description de cette vidéo pour se préabonner. Et profitez, si vous voulez essayer sans vous engager trop longtemps, pour le lancement, on propose un abonnement de 6 mois seulement, ce qui ne sera plus le cas une fois que le magazine sera lancé. Voilà. Alors Nexus, c'est un magazine, c'est également des émissions régulières sur YouTube. Voilà le tout nouveau magazine qui vient de sortir en kiosque avec un gros dossier sur Palantir. Bon, ils ont mis un drapeau américain, je pense qu'ils auraient pu mettre un drapeau israélien, mais bon, c'est un vaste sujet. Voilà, c'est une entreprise qui permet à des États d'espionner leurs citoyens. C'est un sujet que je pense que tu connais bien, Claude. Absolument, oui, ça me parle beaucoup. Je mentionne souvent Palantir, parce que je suis de très près les activités de cette société tentaculaire. Voilà. Et je mentionne également ton livre. Pourquoi suis-je devenu un rebelle? Mensonges d'État et crimes contre l'humanité, sorti aux éditions The Book Édition. Donc vous pouvez le commander en ligne sur le site de The Book Édition. Voilà, je le montre. Et ça parle notamment de ton passage du côté des îles dans le Pacifique, du côté de pas très loin de Mururoa. Oui, c'est exact. Ça parle de Tahiti où je fais mon service militaire parce que je rappelle quand même à nos auditeurs que pendant toute une époque, le service militaire est obligatoire. Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est bien ». Non, c'est pas bien. Moi, j'ai jamais trouvé ça bien que nous n'avions pas le choix de donner un an au service de l'État. Et ça me disait rien. Mais bon, j'ai eu au départ un coup de chance. On me propose d'aller faire mon service militaire dans le Pacifique, donc à Tahiti. Et donc, évidemment, j'ai 20 ans, j'accepte.
ouais, 20 ans, le ciel bleu, les baïnés, sable chaud. Enfin, tu vois, Raphaël, quoi. Tu peux pas dire non, bah non. Enfin, si, il y en a plein qui ont dit non, mais enfin, ça, c'était leur problème. Mais bon, ça c'était le côté. Ils t'ont fait une proposition qu'on ne peut pas refuser, c'est ça? Voilà. C'est à un moment donné, tu te dis, oh, bah ouais, tiens, plutôt que je me les gèle en France. En plus, j'étais à Toul, moi, ville de l'Oreille, mois de janvier 74, où il faisait -20 dehors. Oh. Et bon, bref. Donc, j'accepte, je vais là-bas, j'arrive 30 degrés. Bon, bref. Mais, car il y a un mais. Il y a, comme chaque année, une explosion d'une bombe atomique, parce que les essais nucléaires, à tort, peuvent être considérés par une majorité de gens qui connaissent pas bien. Un essai nucléaire, c'est pas un pétard, hein, c'est pas une petite bombe, hein, c'est une vraie bombe atomique qui explose. Et donc, malheureusement, les conséquences ont été désastreuses pour l'environnement et pour les 160 000 personnes à l'époque, en 74. Mais là, je relate tout dans mon livre, je vais pas faire une conférence là maintenant sur mon livre, mais voilà le sujet. Et il était temps pour moi de dénoncer ce qui mérite de l'être. Donc, c'est un témoignage, c'est du vécu, et je le dois à ceux qui sont morts, malheureusement, parce que j'en connaissais beaucoup qui malheureusement ne sont plus là pour témoigner. Voilà, je te repasse la parole. Merci. Et on fera une émission dès que j'aurai lu le livre, donc probablement à la rentrée, sur ce sujet-là, et on ajoutera aussi les essais nucléaires français qui ont eu lieu en Algérie. Ouais, à Reagan et Yann Eckert. Il y en a un qui s'est mal passé et qui a irradié tout le sud saharien et donc toute la population locale et même bien au-delà d'ailleurs. Oui, absolument. Merci pour cette présentation. Alors, on va parler, donc, comme je le disais en introduction, du Festival Nexus et au-delà, dans une deuxième partie, de l'importance des médias alternatifs. Donc, c'était un sujet plutôt positif. Ça va me changer un petit peu des autres sujets que j'aborde généralement dans les chroniques de l'Armageddon. Moi aussi. Et c'est vrai qu'on a eu... je pense, toi comme moi, on est revenu de ce festival avec beaucoup de bonnes vibrations, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Voilà, à brûle-pourpoint, est-ce que tu peux nous donner des premières impressions par rapport à ce festival? Écoute, les premières impressions, déjà, c'est félicitations à toute l'équipe de Nexus parce que je sais ce que c'est que d'organiser des événements. Waouh! Et organiser un événement tel que celui-ci avec quand même 3600 personnes qui étaient présentes, déjà bravo. Bravo parce que franchement, il n'y a rien à en redire de A jusqu'à Z. Malgré une canicule quand même intense, c'était vraiment très très bien organisé, donc déjà bravo. Et puis après, évidemment, le week-end, c'était fantastique puisque c'était placé sous le signe de la convivialité, de l'échange, dans la bonne humeur. Franchement, c'était super. Moi, j'ai déambulé dans ce festival, franchement, avec grand plaisir. Nexus m'a demandé de faire une conférence que j'ai fait à la petite scène. Franchement, c'était super. Je suis ravi. Et j'ai rencontré pour la première fois des gens que je n'avais jamais rencontrés. Je parle physiquement, dont un dénommé Raphaël Berland, ici présent, puisque c'est la première fois qu'on se voyait physiquement. N'est-ce pas, Raphaël? C'est vrai. Et alors, j'ai préparé justement tout à l'heure un diaporama des personnalités que j'ai pu croiser. Alors, il n'y a pas tout le monde dedans parce que, par exemple, il n'y a pas Adnan Azam, que je connais personnellement, que je considère comme un ami. Il y avait Jacob Cohen également, que je n'ai pas croisé, mais j'ai pu en croiser une bonne trentaine, presque une quarantaine de personnes que je connais pour la plupart de plus ou moins, c'est des amis plus ou moins proches. Certains sont même je les considère comme mes petits frères ou mes petites sœurs ou mes grands frères ou mes grandes sœurs. C'était vraiment l'occasion effectivement de se voir, de se rencontrer pour la première fois ou de se revoir parce qu'on a tous une vie assez riche et débordante avec des agendas parfois très serrés. Donc, c'était vraiment une parenthèse un petit peu dans nos activités. C'était vraiment génial. Alors, je propose qu'on lance, si tu veux bien, un petit zapping que j'ai préparé avec des images tournées par Nexus, des petites courtes séquences qui montrent un petit peu l'ambiance de ce festival. On se retrouve juste après. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au stand de Nexus, au festival, au château de Grévy. Le stand est en train de s'installer, vous trouverez les magazines, les formulaires d'abonnement, nos goodies et les autres médias alternatifs qui nous accompagneront pendant ce week-end
À très bientôt. Et voici le dernier numéro que vous pourrez trouver sur place. Alors là, c'est un plan tourné par drone. On voit l'installation des stands, parce qu'il y avait pas mal de stands. C'était assez hétéroclite d'ailleurs, les stands. Il y en avait un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. C'était aussi d'ailleurs la force de ce festival, c'est de réunir des gens qui, dont le cœur de lutte n'est pas forcément du tout le même. Je ne veux pas dire qu'il y avait des cœurs de lutte opposés, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, il y avait une grande synergie, une grande complémentarité. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, tout à fait, oui, oui, absolument. Ça allait donc des réflexions, de la réflexion intérieure, de la méditation, jusqu'à plus peut-être de combativité, tout dépend. Bon, mais effectivement, non, c'est bien, c'était assez hétéroclite, mais je pense que tout le monde va dans le même sens, puisque que ce soit une recherche spirituelle ou une dénonciation de ce qui mérite de l'être, de toute façon, c'est complémentaire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà. On voit à quel point c'était boisé aussi, le parc, ça c'était très agréable. Il y avait des brumisateurs géants, il y avait des points d'eau, donc malgré des voiles d'ombrage, donc c'était malgré la chaleur, je pense que... Discours d'ouverture. 3500 personnes, hein, 3600. Ouais, 3600. Quand même. Je ne sais pas si on m'entend bien. En termes de traitement éditorial. Alors ça, c'était la table ronde média que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer avec Nicolas Vidal, avec Alexis Poulain, Alexandre Pénas de Kairos et Mike Borowski. De la capacité de rester vraiment très très bien organisé à la grande scène, hein. On voit le monde qu'il y avait. Au système médiatique qui n'a pas osé et qui n'a pas voulu et qui a relié la parole du gouvernement, et les médias indépendants qui se tenaient un peu, avec le petit minutage, l'écran de retour, le minutage pour ne pas dépasser le timing. Ça coûtait très cher, mais la réalité c'est qu'il est toujours là et que finalement on n'était pas si loin de cette vérité qu'aujourd'hui on connaît. Voilà, donc je pense que c'est un vrai engagement, un sacerdoce. Je cherchais un festival à faire ce week-end malgré la chaleur et j'ai vu qu'il y avait Nexus, un journal que je connaissais pas du tout, qui organisait un événement en dessous de Dole. Je me suis dit pourquoi pas, je vais aller faire un tour. Mais j'ai eu des a priori parce que je suis tombé sur des messages sur internet comme quoi Nexus ferait partie de l'ultra-droite, que ce serait un mouvement d'extrême droite, enfin voilà. Et au final, quand j'ai mis les pieds ici, j'ai trouvé les gens super accueillants, des gens qui étaient assez chaleureux, qui n'étaient pas du tout racistes, qui n'étaient pas du tout... qui étaient complètement l'inverse de ce que j'ai lu moi sur internet. Et je suis tombé sur des stands de bien-être, sur des gens qui étaient réconfortants, qui étaient là pour prendre soin de toi. Et je suis vraiment pas du tout déçu du moment que je suis en train de vivre là actuellement. Voilà. Et je partage ça avec un ami, je partage ça avec plein de gens que je connais pas. On parle de tout, on parle de tatou, on parle de spiritualité, on parle d'ethnie. C'est juste magique. Donc s'il y a un deuxième festival l'année prochaine, s'il faut faire des kilomètres, je reviendrai avec plaisir. Alors ça c'est la grande roue, parce qu'il y avait quand même quelques enfants, même si la moyenne d'âge était plutôt autour de 60-70 ans, il y avait tous les âges. Hein. C'est des grands enfants, là. C'est des grands enfants à 70 ans. C'est comme le journal de Tintin, tu sais bien, c'est de 7 à 77 ans. Exactement. On va voir un bout du château de Grévy avec la petite scène ici. Ouais. C'était tracté, je crois, par vélo, hein, la grande roue. Il fallait pédaler, je crois. Ouais. Séance de Qigong pour bien Qigong. commencer la journée. Dimanche matin. C'est ça le festival Nexus. L'artiste Calune. Oui. Salutations au soleil, laissez jaillir la flamme. Faire l'amour au réveil, soigner les blessures de nos âmes. Salutations à notre soleil, à cette merveille qu'est la vie. Révérence aux nuages, hommage à la pluie. Il y avait 3 concerts le samedi soir. Oui, il y avait 3 concerts, oui, absolument. Discours de clôture. Et c'était pas gagné, parce que comme je vous avais dit,
Ils ont annulé 12 événements sur 13 dans le coin. La préfecture a annulé 12 événements sur 13. On est le seul événement que la mairie a accepté de maintenir. C'est notre force, comme dit madame. Je pense qu'ils ont compris que le public de Nexus est un public bienveillant. Voilà pour ce petit zapping. Oui, 12 événements sur 13 annulés à cause de la chaleur, à cause de la canicule. Mais comme... Oui, c'est vrai que ça nous pendait au nez, enfin ça pendait au nez absolument aux organisateurs du festival, oui, bien sûr. Alors, quels sont les moments forts que tu as vécu, toi, à titre personnel, pendant ce festival? Et si tu en avais une, deux, trois anecdotes à raconter. Écoute, j'allais dire des moments forts, ça a été la rencontre avec beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah, on est content de vous voir en vrai ». C'est-à-dire que moi, je m'en aperçois pas, évidemment, parce que... Mais beaucoup de gens me suivent sur Géopolitique Profonde le lundi matin ou sur JSF TV ou ailleurs. Et en fait, beaucoup de gens sont venus me voir spontanément en me disant « Écoutez, vous me connaissez pas, mais moi, je vous connais. » Ah ben, très bien, bonjour. Et c'était assez fort parce que j'ai ressenti à chaque fois de la bienveillance et de la sympathie. C'est vraiment, il n'y a pas de calcul, quoi. C'est presque une amitié, c'est de l'amitié sincère. Voilà. Et donc je remercie à tous celles et ceux qui sont venus me voir en me disant ça, parce que c'était voilà, pour moi je m'y attendais pas, donc après il y a eu d'autres moments forts, bien sûr, c'est de rencontrer des gens que moi personnellement je connais, mais comme je le disais en préambule, on ne s'était jamais rencontrés, comme toi Raphaël, comme d'autres que j'ai eu le plaisir de voir de visu pour la première fois. Et donc, ce ne sera qu'un début, puisque évidemment, il y aura d'autres festivals, et je pense que Nexus organisera évidemment un autre festival. Et cet endroit, en plus, était vraiment parfait, quoi. Vraiment parfait. Comme tu le soulignais, il y avait de l'ombre. En même temps, c'était boisé, c'était grand, il y avait des parkings, on pouvait se garer. Enfin, non, je veux dire, c'était franchement tip top. Alors après, si tu le permets, j'ai un autre moment intéressant. J'ai rencontré Pascal Borel. Il était avec son épouse, donc il était à l'entrée du festival Nexus. Je ne sais pas si tu avais remarqué, Raphaël, il y avait un énorme camion Mercedes, un espèce d'énorme van qui était garé à l'entrée du château. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Non. Et c'est un espèce de van truck, donc aménagé avec un studio d'enregistrement à l'intérieur. Et Pascal Borel, donc, il milite beaucoup pour les constituantes, pour Étienne Chouin, etc. Et il m'a fait le plaisir à un moment donné de me dire, mais à Claude, ça serait bien qu'on se fasse une interview. Donc, on a fait une interview dans son camion, aménagé en studio, et c'était vraiment très, très agréable. Donc, voilà, c'était aussi un moment assez fort. Ouais, voilà. Alors, tu parlais de sincérité pour tous les gens qui venaient nous voir. Comme moi aussi, certains me disaient, tu me connais pas, mais moi je te connais. Voilà. Et c'était pas vraiment ambiance Star System. Ils n'étaient pas là pour nous lustrer les pompes. Non. Il n'y avait pas une asymétrie entre les gens du public et les gens connus. Est-ce que si tu peux parler de ça, le fait, en dire un peu plus sur le public que tu as rencontré. Voilà, on sent de belles âmes. De belles âmes qui ont compris un certain nombre de choses et qui veulent continuer à dénoncer donc ce qui mérite de l'être. Et d'ailleurs à tous, je leur adresse un message, je vous adresse un message, les amis, c'est que merci de continuer à aider à rendre ce monde meilleur, parce que c'est ça le but du jeu. En fait, nous avons tous un seul but, c'est celui-là, c'est vraiment essayer de construire un monde meilleur. Sinon, je vois pas d'autre intérêt à faire ce que nous faisons. Donc, c'est bien de rencontrer des gens qui vont dans la même direction
et qui, malgré l'adversité, parce que quand même, faut avoir une certaine dose de courage pour oser défier le système, pour oser défier la doxa gouvernementale et se faire montrer du doigt, parce que bien évidemment, on se rend compte que suivant ce que l'on dit et vu nos engagements et nos buts, on se fait automatiquement un peu ostraciser, montrer du doigt par quelquefois des proches. C'est pas toujours évident. Donc, merci à vous tous de continuer. Donc, comme je viens de le dire, et je vais le redire une deuxième fois, merci à vous tous de continuer à aider à rendre ce monde meilleur. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, en tant que, entre guillemets, je mets bien des guillemets, influenceurs, parce que j'aime pas trop ce terme, mais de fait, c'est vrai qu'on est un peu des têtes de gondole sur plein de sujets, qu'on soit lanceur d'alerte, lanceur d'avenir, ou simple journaliste qui relayons le travail de ces lanceurs d'alerte, de ces lanceurs d'avenir. En fait, non seulement on essaie de semer des graines de conscience, comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous, on est tous les maillons d'une grande chaîne, mais il était aussi question d'action, pas juste d'information et de prise de conscience à ce festival, notamment avec tout ce qui était les mouvements constituants et bien d'autres choses encore. Et j'ai envie de dire, en fait, nous qui sommes peut-être, entre guillemets, à l'affiche, c'était aussi l'occasion de transmettre avec des gens qui sont peut-être dans l'ombre, entre guillemets, comme les gens du public, mais qui ont eux aussi, chacun, un rayon d'influence autour d'eux, autour de leurs proches, qui est bien plus important qu'on le dit en général. C'est très important. C'est-à-dire que nous, si on ne parlait qu'à un public, entre guillemets, d'avertis, ça n'irait pas forcément très loin. Alors qu'en fait, en faisant tache d'huile, en faisant un peu comme quand on jette un pavé dans la mare, ça fait des cercles concentriques. Et à la fin, les ondes peuvent aller jusqu'à l'autre bout de la rive, de l'étang, de la mare ou du lac, pourquoi pas, ou de l'océan. Allez, soyons fous. Et qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça ? C'est de toute façon, oui, c'est interactif, c'est-à-dire que nous, effectivement, nous, les médias libres indépendants, les écrivains, les enquêteurs, les journalistes, les lanceurs d'alerte, etc., sans le public, sans des gens qui nous lisent, qui nous écoutent et qui essayent de propager les véritables informations, parce que c'est pas toujours évident, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, c'est vraiment une interaction entre des gens et nous, les écrivains enquêteurs, comme tu viens de le dire. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que bien nous, sans vous, les amis, il se passerait pas grand-chose, voire rien. Et vous, sans nous, il se passerait pas grand-chose non plus. Donc, d'où l'importance, effectivement, de continuer à soutenir envers et contre tout les médias libres et indépendants. Ça, c'est d'une importance vitale parce qu'on se rend bien compte que qui diffuse aujourd'hui les véritables informations, bien évidemment, ce sont les médias libres et indépendants. Et il est évident qu'il faut continuer à soutenir ces médias libres et indépendants envers et contre tout. Et attention, il faut le faire d'autant plus aujourd'hui que la censure devient de plus en plus omniprésente et de plus en plus, elle se resserre de plus en plus. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que vous savez, les médias libres indépendants, la naissance des médias libres indépendants, c'est pas si ancien que ça. Ça a dû naître il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Je me souviens que la première initiative de journalisme populaire, c'était Agoravox. Et cette plateforme existe toujours. C'était un des premiers médias libres alternatifs où un citoyen lambda comme moi, comme d'autres, on pouvait écrire. Et d'ailleurs, j'écris toujours chez Agoravox sous un nom de plume qui s'appelait Clojea. C-L-O-J-E-A. Je le dis parce que si vous n'allez pas me trouver à Claude Janvier dans Agoravox, donc c'est C-L-O-J-E-A. Mais je suis resté fidèle à Agoravox. Dès que j'ai un billet d'humeur, je le renvoie parce que ça a été une des premières initiatives, mais c'est pas si ancien que cela. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut continuer à soutenir les médias libres indépendants parce que l'étau se resserre. Nos braves dirigeants de l'UE font tout, et Ursula von der Leyen, bien sûr, font tout pour interdire et évidemment restreindre la liberté d'expression. Alors, tu parlais justement de censure et c'était justement le point que je voulais souligner. Puisque les médias indépendants et libres sont censurés de plus en plus, notamment avec la technique du shadow banning, c'est-à-dire que c'est même pas frontal, mais c'est insidieux.
c'est très important, effectivement, que ceux qui nous suivent, ceux qui apprécient notre travail, relayent eux-mêmes, parce que ça permet d'atténuer, d'amoindrir cette censure, et parce que les algorithmes ne nous font pas de cadeaux. On est très peu suggéré par les différentes plateformes. Pas du tout, d'ailleurs. Et j'ai découvert récemment à quel point, parmi les plus fidèles internautes qui suivent nos médias, il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes shadowbannés. C'est-à-dire que maintenant, la censure, grâce à l'intelligence artificielle, ou à cause, c'est plutôt à cause, eh ben, elle ne cible plus uniquement les médias, les journalistes, les lanceurs d'alerte, elle cible également les internautes qui relaient. Et ça c'est très grave. J'ai eu le cas j'en parle très vite fait, de Dom qui après la dernière émission Nexus refait l'actualité, m'a appelé en me disant « Mais pourquoi sur le chat, le modérateur censure systématiquement mes messages ? Vous voulez passer plus à l'antenne mes messages dans le chat, dans le claviardage, et même plus personne ne me répond parmi les autres internautes. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle était tellement dégoûtée qu'elle envisageait de ne pas venir au Festival Nexus à cause de ça. Heureusement, elle avait mon numéro, elle a pu m'appeler et on a pu échanger. Et je lui ai dit, mais non, mais c'est pas Nexus qui te censure, qui te shadowban, c'est YouTube. Et je lui ai dit, si tu te déconnectes de ton compte YouTube, tu verras, tu ne verras plus tes messages, tes commentaires. C'est la folie. Et pire que ça, elle m'avait envoyé un message sur Messenger, la messagerie de Facebook, et je ne les avais pas reçus. Et c'était un appel Facebook, et on a discuté pendant 1h30. Et au moment où on raccroche, pling, notification, je reçois ces messages censurés. Donc, on n'était pas sur écoute d'un être humain, je ne pense pas. Donc, je pense que c'est l'IA qui a analysé, qui a vu que... C'est des robots, oui, bien sûr. Voilà, elle a vu que la censure était grillée, donc hop, elle lâche le message. Enfin, c'était surréaliste, voilà, pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, moi, même sur X, hein, j'ai énormément de gens qui s'abonnent à moi, et curieusement, mon nombre d'adhérents, enfin, ouais, il reste fixe, enfin, il bouge pas. Alors que j'ai énormément de gens qui tous les jours s'abonnent à moi. Donc j'ai dit, tiens, c'est quand même étrange, il faudrait quand même. C'est étrange quand même. Mais ça, je le remarque depuis un certain temps, tu vois. C'était pas vraiment vrai il y a encore un an en arrière. Ça augmentait graduellement, mais là, depuis un an, c'était très étrange. Sur Facebook, je suis limité aussi. Bon, bref. Et puis, oui, voilà. C'est flippant. Nous, le Cercle des volontaires, à une époque, on était bloqué à 49 000 abonnés. Parce qu'en fait, quand on dépasse 50 000, on a droit à plus de choses. Et non, nous, on était bloqués à 49 000. Voilà. Et c'est vrai que sur Facebook, je vais avoir peut-être 3 000 followers, mais 95% de mes publications, il y a 0 like, 0 commentaire. Je me faisais exactement la même réflexion il y a pas longtemps, Raphaël. Moi, je suis à peu près à 5 000, je suis au maxi que Facebook autorise. Et je me dis, mais il y a des publications, il y a 3 likes, 2 partages. Ouais, ça c'est bizarre. En revanche, quand je passe une interview sur l'Ukraine, alors là, par contre, j'ai tous les trolls, pardon, pro Zelensky, pro OTAN qui, là, ils se déchaînent. Je dis, tiens, c'est quand même étrange, ça aussi, mais bon, c'est incroyable. Ouais. On voit aussi, moi j'ai fait une étude sur quelques chaînes, celle de Al Mayadeen, une chaîne libanaise, une chaîne YouTube, enfin, c'est une chaîne de télé, mais c'est aussi une chaîne YouTube, et The Grey Zone, Pascal Blumenthal, qui est un site anglais, et il y a quelques années en arrière, il faisait 500 000 vues, 1 million de vues, 5 millions de vues, et aujourd'hui, il ne dépasse pas les 5 000, 10 000, 20 000. Ouais, donc il y a une perte d'audience. De toute façon, ça fait pas beaucoup de sens, parce que quand tu regardes les gros médias libres et indépendants, par rapport au nombre d'abonnés et par rapport au nombre de gens qui visionnent des vidéos, c'est très étrange. Il y a un énorme décalage. Donc, par rapport au nombre d'abonnés, j'entends. Hein. Ce qui est rassurant, c'est de voir les commentaires sous les vidéos mainstream. C'est-à-dire que si on regarde 15 ans en arrière, les commentaires je sais pas, je vais prendre Euronews ou d'autres, les commentaires sur un sujet comme la guerre dans tel ou tel pays, ou le Covid, ou les vaccins, c'était 95% Charlie. Je suis Charlie, c'est-à-dire des moutons qui avaient bien intégré la doxa, le discours dominant, et qui le régurgitaient bien docilement. 95%. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse.
Et notamment, en plus, ce qui remonte en haut sur Facebook ou autre, par exemple, ce sont les commentaires les plus likés, les plus appréciés. Et donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a 95, voire peut-être 80 à 95% de gens qui sont, à qui on ne peut plus la faire à l'envers et qui ont compris l'essentiel du poteau rose. Et ça, bon, alors c'est peut-être pas représentatif de la population générale, puisqu'il s'agit des gens qui commentent sur Facebook ou sur YouTube ou sur ces plateformes-là. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un échantillon totalement représentatif de la population générale, mais c'est quand même, ça montre une tendance. Je pense qu'il y a quand même une tendance à la prise de conscience sur plein de sujets. Est-ce que toi, tu le penses aussi, tu le constates? Ah ben, forcé de constater quand même, Raphaël, que depuis les Gilets jaunes et depuis 2020, la crise Corona, il est bien évident qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Ceci étant, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se repose, j'allais dire, sur nos lauriers, parce que malheureusement, il y a encore une trop grosse majorité de gens qui planent au-dessus au-dessus du nid de frelons, j'allais dire, que représentent l'UE et nos dirigeants. Beaucoup trop de gens ne veulent pas ou ne sont pas, ou les deux à la fois, conscients qu'il faudrait peut-être se réveiller un peu et regarder un peu plus en avant ce qui se passe réellement. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il faut que l'on continue absolument. Je parle de nous, les médias libres indépendants, les écrivains, comme je le disais tout à l'heure, enfin un peu avant, donc les écrivains, enquêteurs, journalistes et lanceurs d'alerte. Voilà, il faut continuer il faut continuer, et c'est surtout grâce, et tu l'as dit, Raphaël, et je le maintiens aussi, c'est grâce aussi à vous, amis internautes, parce que c'est à vous aussi de faire en sorte de diffuser largement donc les informations, les véritables informations. Et quand vous avez affaire à une personne qui est trop incrédule et qui ne veut pas bouger, perdez pas votre temps. Passez à une autre personne. Ça sert à rien de vouloir s'acharner à convaincre quelqu'un qui, de toute façon, ne voudra pas se laisser convaincre, même en lui apportant les preuves. Et à un moment donné, il faut comprendre que vous ne pourrez pas convaincre tout le monde. Hein. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher des gens qui peuvent accepter un peu de regarder, un peu comme le témoignage du jeune homme en début, là, quand tu as passé ta vidéo, là, la vidéo, Raphaël, avec le jeune homme tatoué, d'ailleurs, qui était très tatoué et qui se posait la question de savoir s'il allait venir au festival parce qu'il avait lu que c'était, attention, un festival peut-être peuplé de gens pas fréquentables. De fachos. Voilà, fachos, extrême droite, machin, etc., etc. Et puis tout d'un coup, il découvre effectivement que pas du tout, et il ajoute même que quand s'il y a un deuxième festival, il va revenir avec des amis, etc. Voilà, ça c'est le genre de personnes qu'il faut effectivement continuer à soutenir. Parce que voilà, il faut juste aller contre cette désinformation et cette propagande originée par les médias de masse, quoi. Voilà, ça c'est très important à comprendre. Oui, j'avais envie de dire tout à l'heure, juste à l'instant, quand tu parlais de ceux qui planent, ils planent au-dessus d'un nid de coucou, pour faire référence au film avec Jack Nicholson. Ouais, très bon film d'ailleurs, très bon film d'ailleurs. Oui, et également ne pas perdre son temps, parce qu'une abeille ne peut pas expliquer à une mouche comment on fait le miel. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Voilà, il y a un moment donné, il faut choisir. Parce que à force de discuter avec des gens, je m'aperçois qu'il y a des gens qui malheureusement sont encore, ils sont déçus parce qu'un membre de leur famille ne veut rien entendre. Comme je leur dis à chaque fois, écoutez, je comprends. Ça peut être douloureux, mais d'un autre côté, c'est malheureusement la réalité. Vous ne pouvez pas c'est pas parce que c'est votre famille que tout le monde va aller dans le même sens. Loin s'en faut. Donc, à un moment donné, il faut le savoir, il faut comprendre que, ma foi, si vous avez un membre de votre famille qui est réfractaire à toute information, laissez tomber. Laissez-le continuer à vivre comme il veut, et puis passer à autre chose, quoi. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir des relations cordiales avec ces personnes-là, évidemment. Absolument. Mais c'est vrai que, bien sûr.
on le dit dans beaucoup de courants spirituels différents. C'est vrai que quand on s'élève spirituellement ou au niveau de la conscience, eh ben, on a tendance à, entre guillemets, perdre certains amis, mais par contre, on en gagne d'autres. Et on fait partie d'une nouvelle grande famille d'âmes. Et j'en reviens du coup au Festival Nexus et au diaporama des personnalités que j'ai eu la chance de photographier. Alors, pour les faire sourire, et tu le sais parce que je t'ai photographié, j'avais toujours ma petite blague, c'était souriez, c'est pour les RG. Alors ça, en général, ça faisait sourire. Et une fois que les photos étaient faites, je rajoutais, ils ont déjà un gros dossier sur toi, mais ils avaient besoin de photos récentes. Alors là, les gens explosaient de rire en général. Et donc, on va passer le générique. Pardon, le diaporama. C'est parti. Et alors, le diaporama, tu me coupes dès que tu veux, je mets sur pause pour redire un petit mot sur la personne. Si tu en as envie. Donc ça commence par 3-4 photos qui montrent un petit peu la scène et après c'est que des personnalités. C'est parti. Donc voilà, on voit qu'il y avait quand même du monde, hein, 3500 personnes. Ouais. Ah ben, là, quand même. Là, c'est un atelier constituant avec Étienne Chouard, si je ne me trompe pas, qu'on voit au milieu là. La grande scène, ça doit être Jérémy Mercier de dos, je crois. Non, au bon tweet peut-être. Voilà, c'est les bénévoles, tous présents pour la fin du festival. Cécile des Enfants Phares. Jonathan Athias de la Désobéissance Fertile. Jean-Pierre Eudier de la Ligue pour la liberté des vaccinations. Santa Dupeuil, Essential News. Jérémy Mercier. Les Trois Mousquetaires, ensemble. Voilà, ça fait plaisir. Personnellement, ça me fait plaisir de revoir au bon tweet sans ses lunettes. Et oui. Alexandra Henrion-Caude. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Sylvain Baron de Vigimedia, qui est aussi un décrocheur des drapeaux européens. Ça, c'est une action qui menait dans les années 2010. Lucien Cerise, que tu connais très bien. Ah bah oui. Alors Lucien Cerise, pour ceux qui ne le connaissent pas, là c'est ta trogne. Lucien Cerise, quel est son dernier ouvrage, si tu l'as en tête, ou un de ses derniers ouvrages? C'est Gouverné par le chaos. Ouais. Voilà. C'est ça, hein, Gouverné par le chaos. Oui, là c'est ma tête, effectivement. Un joyeux drill. Oui. Bah écoute, c'est vrai que j'ai souvent le sourire, moi. Ma foi, écoute. Il faut. Il faut. Marc qui était très fatigué, évidemment, il courait à droite, à gauche. Donc, on peut comprendre quand même. On peut comprendre. Difficile d'avoir un sourire large banane avec toute cette fatigue, mais là, on voit quand même toute sa bienveillance qui se lit sur son visage. Alexandre Langlois, qui officie chez Toxin, très gentil. Vincent Pavant, qui s'est fait connaître lors de l'actuelle rédactrice en chef de Nexus. Ça va trop vite. Denis Agré, qui aide les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants. Christian Perron, qu'on ne présente plus. Ah bah oui. Qui sourit. Christian Perron qui sourit, ça fait plaisir aussi, avec tout ce qu'il a pris dans la figure. Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est venu de Québec, je crois, enfin du Canada en tout cas. Oui, le Canadien, oui. Nicolas Vidal, qui officie notamment chez Toxin, mais qui a sa propre chaîne. Étienne Chouard, donc la constituante par et pour le peuple, le RIC. Alexandre Penas de Kairos, le média. Et donc, il a fait plusieurs projections, d'ailleurs, de son documentaire qu'il a tourné dans le Donbass, où tu étais d'ailleurs. Oui, absolument. J'étais avec lui et puis Lucien Cerise, on était tous les trois dans le Donbass en tant que francophones, oui, absolument. C'était aux alentours du 15 septembre l'année dernière, ce qui n'est pas si vieux que ça, ouais, absolument. Et il y a eu plusieurs projections au festival de son film, ça a été à chaque fois un très très grand succès. C'est une personne que je ne connaissais pas, j'ai eu de grand plaisir à discuter un peu avec lui, vraiment encore une personne avec un cœur en or. Absolument. Et d'ailleurs, si tu le permets, un remerciement spécial à toute l'équipe de Réseau International parce que quand j'étais donc dans le Donbass, je filmais donc avec de courtes vidéos avec mon smartphone. Et quand on est rentré donc du Donbass en minibus, nos organisateurs nous avaient branché un Wi-Fi
dans le minibus et j'envoyais donc mes rushs, entre guillemets, à Réseau International. Et ils ont fait un travail, et ils ont pris toutes mes vidéos, mes petites vidéos que je réussissais à leur envoyer, parce que c'est pas facile quand tu es dans un pays lointain où les réseaux Wi-Fi, tu es obligé de te connecter qu'avec des réseaux Wi-Fi, parce que sinon, communication téléphonique, c'est impossible, ça coûte trop cher. Eh bien, ils ont fait un travail remarquable, parce qu'au fur et à mesure où je les envoyais, ils ont compilé un petit film, et c'est paru donc dans Réseau International, et ça s'appelle 3 jours en immersion dans le Donbass, où il y a effectivement mes 2 amis Alexandre Pénas et Lucien Cerise. Voilà, donc un grand merci à toute l'équipe de Réseau International, et j'ai eu plaisir d'ailleurs de les croiser, un grand et une petite. Celui était très grand, et il y avait une jeune fille beaucoup plus petite, et ils avaient tous les deux le sourire, et ils sont venus me dire que c'était eux qui avaient créé le petit film, et je les ai vivement remerciés parce que c'était super sympa. Voilà, c'était un peu l'anecdote que je voulais mentionner. Mike Borowski, qui était très sympathique, même avec moi, malgré le fait que je l'ai bousculé un peu sur scène. Mince, son nom m'échappe. C'est Alexis Poulain. Exactement, merci. Calune, l'artiste qu'on a vu sur scène, que j'apprécie beaucoup, c'est un peu mon petit frère, même si on a quasiment le même âge. Je l'apprécie beaucoup. Un sourire solaire, comme beaucoup. Docteur à l'Ouest, avec qui je fais l'émission tous les lundis soirs. L'inénarrable Docteur à l'Ouest, qui était en train de tourner une des dernières scènes de son film, qui n'a pas été une sinécure le tournage de son film, et il l'a déjà raconté plusieurs fois. Et Docteur à l'Ouest, encore quelqu'un avec un cœur en or. Charles-Maxence Laillé. Alors Charles-Maxence Laillé, pour le présenter brièvement, moi je l'avais interviewé il y a une dizaine d'années pour le Cercle des Volontaires. Il avait fondé un magazine qui s'appelle Orbs, magnifique magazine. C'était également l'assistant parlementaire de Michel Rivasi pendant une dizaine d'années, notamment sur les questions de santé et environnement, mais aussi sur la fin, sur tout ce qui était Covid et ondes 5G. Voilà, c'est également un écrivain, un journaliste, et il a notamment écrit Le Printemps des ovnis. Caroline Pérez, qui va se marier avec Jonathan Attias, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, dans une semaine, je serai invité à leur mariage. Je suis invité. Donc, en fait, on avait monté une émission à l'époque du Cercle des Volontaires qui s'appelait Les gens qui s'aiment. Et Jonathan m'avait présenté une présentatrice potentielle, Caroline Pérez. Et de faire cette émission pour notre média, ça les a rapprochés. Et depuis, ils se sont mis en couple. Et là, ils vont se marier. Et donc, ils font la désobéissance fertile, qui milite pour les habitats alternatifs, pour l'aggradation des territoires, c'est-à-dire la dépollution des sols, et également pour le droit à l'instruction en famille, pour lequel ils sont passés au tribunal à Limoges hier. Voilà. 150 personnes sont venues les soutenir. Ça fait zizir. Voilà, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Hop. J'espère que je n'ai rien. Non, c'est bon. Je me suis mis en plein écran. Alors, le libre penseur, Salim Laïbi, très sympathique dentiste marseillais. Bande de dégénérés, c'est une de ses expressions favorites. Ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu, donc ça fait plaisir aussi de revoir ces gens-là. Un beau sourire comme ça. Les éditions Fiat Lux, notamment. Oui. Sarah Jones, qui était une des artistes présentes sur scène. Oui. Très gentille, vraiment très très gentille. Je l'ai découverte à l'occasion de ce festival. Donc Lise Philippe avec Loïc Leridan, deux personnes de l'équipe de JSF TV, d'Éric Montana, qui ont chacun leur et moi aussi d'ailleurs, parce que je fais partie aussi de l'équipe de JSF TV. Donc là, c'était avec grand plaisir que j'ai rencontré Lise Philippe en chair et en os, parce qu'en fait, avec Lise, on se connaît via caméra interposée. Bon, Doc Leridan, oui, nous deux, on s'est déjà rencontrés un certain nombre de fois, mais Lise, c'était la première fois que je la rencontrais. Donc voilà, c'était sympa aussi, quoi. Kira de la table de Gaïa. Ah oui, d'accord. Donc le restaurant La Table de Gaïa, en fait, avec son compagnon, ils proposent dans leur restaurant uniquement des choses qu'ils ont cultivées ou élevées ensemble pour les animaux.
Et donc, c'est une gageure, hein, c'est quelque chose de. Je ne sais pas si les internautes se rendent compte de tout produire, toute la nourriture qu'on sert à table, c'est un boulot énorme. Mais ça donne c'est directement du champ à l'assiette, c'est énorme. Bravo à ce qu'ils font. Ils ont fait aussi beaucoup pendant la campagne de vaccination des bovins dans le sud de la France. Ils ont beaucoup aidé beaucoup d'agriculteurs et voilà, on les salue bien fort. J'espère que j'aurai un jour la chance de manger à leur table. Encore un sourire très solaire. Donc ça, derrière, c'était la table donc en allemand, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Parce que je la connaissais sous son pseudo, et je n'avais pas fait le lien avec son vrai nom. Oui, elle a un pseudo que j'ai... Matmara. Oui, voilà. Et effectivement, moi, je l'ai connue en Belgique à l'époque où je suis allé 2 fois donc, dans un séminaire, enfin un week-end de conférence organisé par Bon Sens. Et à l'époque, elle avait son média. Là, pour l'instant, elle a pris une voie plus en recherche spirituelle, quoi. Mais elle a toujours son éternel sourire et ça fait chaud au cœur. Oui. Donc, Patrick Pazin, des éditions Talma Studio, notamment, qui aime bien faire le clown. On le voyait sur la première photo en train de faire une grimace, avec de très beaux yeux bleus, un très joli sourire. Et pour finir, je n'avais pas pris du week-end en photo, et donc, Lise Philippe, tu en as parlé. Et donc, c'est la dernière personne que j'ai prise en photo. Voilà pour ce diaporama. J'espère que ça t'a rappelé de bons souvenirs. Oh bah oui, évidemment. Bien évidemment. Voilà. Alors, on va parler aussi des médias alternatifs. Hein. C'était l'autre sujet au-delà du festival. À moins que tu veuilles rajouter encore un dernier mot sur le festival. Non, écoute, je pense qu'on n'a pas fait le tour, mais on en a dit l'essentiel, effectivement. Ouais. On a déjà parlé de l'importance des médias alternatifs aussi pendant cette émission. Si tu veux rajouter un mot là-dessus, tu peux. Mais j'aurais une autre question, puisque on a parlé de la censure qui augmente, le shadowbanning qui augmente. Il y a la mesure qui va être prise à la rentrée, l'obligation de montrer patte blanche pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Quelles sont les difficultés majeures et surtout les pistes de solutions? Qu'est-ce que tu entrevois? Quel est pour toi l'avenir des médias alternatifs? Est-ce que tu le vois sombre, ou au contraire, tu le vois, tu nous vois réinventer la roue, mais dans le bon sens du terme? C'est-à-dire, est-ce que les médias alternatifs vont réussir à se réinventer, à passer entre les gouttes, à trouver des solutions pour non seulement continuer à exister, mais à toucher de plus en plus de monde? Il va falloir être de plus en plus ingénieux, hein. Ça, c'est d'une évidence absolue, parce que de toute façon, leur but en face, c'est de restreindre totalement la liberté d'expression, de la restreindre et qu'elle n'existe en fait fondamentalement plus. Donc, c'est leur but, hein, faut le savoir. Ils vont dans cette direction, envers et contre tout. D'ailleurs, quand on regarde, ils veulent absolument faire la peau à CNews. C'est pas que je roule pour CNews, hein, mais je veux dire, quand on regarde bien, CNews invite quand même des gens qui ne sont invités nulle part ailleurs. Je parle des gens un peu connus en tant que politiciens et autres. Évidemment, ça ne plaît pas à toute cette doxa gouvernementale dite de gauche de l'autre côté. Donc on voit bien qu'à un moment donné, tout se raccourcit au niveau du champ de la liberté d'expression. Et évidemment, les premiers à en faire les frais, c'est les médias libres indépendants. Donc, il est clair qu'à partir de la rentrée, ils vont appliquer ce qu'ils nous ont promis. C'est-à-dire, c'est vrai, il va falloir montrer patte blanche. Bref, ça va devenir infernal. Donc, il va falloir se munir de VPN, ça c'est d'une évidence absolue, mais ils vont réussir à un moment donné à faire la chasse aussi au VPN. Donc, il est vrai que côté médias libres alternatifs, il va falloir vraiment se réinventer et toujours être à l'affût de pouvoir continuer à informer envers et contre tout. Mais de toute façon, Raphaël, un petit mot aussi, hein, ça ne touche évidemment pas que les médias libres indépendants, parce que je vois nous autres écrivains, enquêteurs
mais on est logé à la même enseigne. Hein. Je veux dire, quand on sort un livre, évidemment, les médias de masse n'en parlent pas, n'en parlent jamais. Et donc, évidemment, les seuls médias qui peuvent en parler, c'est les médias libres indépendants. Évidemment, nous autres écrivains enquêteurs, je parle de ceux qui dénoncent quelque chose, bien évidemment, pas ceux qui écrivent des romans et des personnalités, entre guillemets, comme Nicolas Sarkozy. Nous, on n'a pas le soutien des grandes, entre guillemets, maisons d'édition qui, évidemment, ne veulent pas nous éditer. Donc, on voit bien que la censure est omniprésente un peu partout au niveau de l'information. Et ça devient de plus en plus restrictif et de plus en plus dangereux. Et c'est vrai qu'il va falloir redoubler d'activité et redoubler d'ingéniosité, pour arriver à continuer à survivre, parce que malheureusement, on est menacé. Nous sommes menacés. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit. Quand je vois à quel traitement ont été soumis les quelques presses papier encore existantes aujourd'hui, et qui bénéficient pas de l'envoi presse-papier au même titre que les médias de masse. Et je fais référence ici, par exemple, au journal Morpheus, que tu connais peut-être, Raphaël, qui est un journal papier qui existe depuis plus de 20 ans. Il survit, mais franchement, il n'a pas le droit aux envois postaux en masse. Enfin, c'est infernal, quoi, je veux dire. C'est-à-dire, ce qui est accordé aux médias de masse n'est pas accordé aux autres médias qui dénoncent quelque chose. Donc, on est vraiment nous vivons vraiment au sein d'une dictature, et pas qu'en France, je parle de l'UE et des pays occidentaux, ou au sein d'une dictature policière et militaire, quoi. C'est-à-dire, c'est une enrégimentation et dès qu'on veut s'écarter de la doxa, c'est simple. De toute façon, l'État, quand un livre lui plaît pas, à ce moment-là, c'est très simple, ils en parlent pas. Donc, ils donnent des ordres aux médias de masse de pas en parler. Et évidemment, les grandes maisons d'édition, grandes toujours pareil, entre guillemets, ne publieront pas, n'éditeront pas. Non, mais c'est fou quand même, quoi. Alors, on en est là. Un très bon exemple de ce que tu viens de dire, c'est le journaliste Jacques Thomé, qui a pourtant travaillé à l'AFP. L'AFP, l'agence France-Presse, qui nourrit tous les quotidiens et qui est suivi par tous les JT et qui donne un peu le là en France de l'information mainstream. Jacques Thomé, un ancien de l'AFP, à partir du moment où il a couvert l'affaire Doutreau et qu'il a commencé à écrire des livres sur les réseaux pédocriminels, il s'est fait blacklister par la profession. Et quand il sort un livre, aucun de ses anciens confrères, ni à l'AFP ni ailleurs, ne parle de son livre. C'est vraiment l'omerta la plus totale. Mais c'est une omerta vraiment énorme. Mais on a du mal à se l'imaginer tant qu'on la vit pas. Tu sais, je vais donner un exemple, si tu le permets, Raphaël. En 2021, donc c'est en décembre 2021, je fais mon premier voyage en Syrie grâce à mon ami Adnan Azam et Lucien Cerise, donc qui m'avait présenté Adnan. Nous étions 7 donc à participer à ce voyage, et en arrivant là-bas, donc au bout du 3e ou 4e jour, nous sommes invités par l'agence de presse syrienne, la plus grande, pas l'agence de presse d'ailleurs, je me trompe. Nous sommes invités par la plus grande chaîne de télévision syrienne qui s'appelle Sana. Sana, oui. Et on est invité par une présentatrice qui parlait un français excellent, etc., etc. Bref, notre interview, on est 3 ou 4 à se faire interviewer sur les 7 personnes présentes. Notre interview est visible sur tous les pays du Maghreb, tous les pays arabes. C'est diffusé de partout. Le seul pays où c'est pas diffusé, où rien ne passe, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, rien. Donc on voit bien cette omerta incroyable,
qui fonctionne à plein régime en Europe, quoi. C'est-à-dire que tout est bloqué. C'est-à-dire tout ce qui vient de pays soi-disant suspects ou qui n'est pas dans la norme, eh bien, rien ne passe au niveau de l'information. C'est quand même incroyable, quoi. Pareil pour le Donbass, d'ailleurs. Hein. Oui. Alexandre Benas a eu un mal de chien à faire accepter son film. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est l'ambassade ukrainienne à Bruxelles qui a fait pression sur les salles de cinéma pour que le film d'Alexandre ne soit pas diffusé. Parce qu'Alexandre est belge, hein, je le rappelle à nos amis auditeurs. Non, mais c'est complètement fou, quoi. Comment une ambassade étrangère d'un pays qui ne fait même pas partie de l'Europe, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe jusqu'à présent, c'est fou. De l'Union européenne. De l'Union européenne, pardon. Oui, pardon. Effectivement, de l'Union européenne arrive à faire pression à l'État belge pour dire « Ah non, non, ce film, il ne faut surtout pas qu'il soit diffusé. » mais quand on voit Zelensky, comment il est reçu comme une star, alors que, bon, bref, il y aurait tellement à dire sur lui. Et d'où l'importance d'ailleurs des gens du sérail, des gens qui font partie du gratin du système, entre guillemets, comme l'a pu l'être à une époque le professeur Perron, hein, qui a été responsable de plusieurs campagnes de vaccination en France, vice-président au niveau de l'OMS, au niveau de la vaccination, je crois. Et quand lui, il commence à critiquer la vaccination Covid, forcément, les médias mainstream sont un peu obligés de l'écouter. Tout comme la députée Maude Petit, qui a fait une superbe commission parlementaire sur la pédocriminalité et les réseaux pédocriminels. Voilà, je salue son travail et elle a eu de l'audience. Donc c'est important que des gens du sérail, des gens bien intégrés au système, au plus haut niveau, fassent leur job. Et c'est malheureusement parfois 1 sur 100. Mais ça a une importance cruciale, comme Michel Rivasi aussi au Parlement européen, Michel Rivasi. C'est extrêmement important. Il y a encore un qui s'est révélé, que peu de gens connaissaient à propos de l'euthanasie, puisqu'il y a un débat et un vote en ce moment à l'Assemblée nationale. Et j'ai vu une partie de son discours. Voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui assument ce qu'ils pensent, y compris lorsqu'ils savent que ça va leur attirer a priori que des ennuis. Alors pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, l'importance de développer des newsletters, donc des bases de données d'adresse email de ceux qui nous suivent pour contourner la censure qui va être de plus en plus forte à partir de la rentrée, et le papier, les magazines. Certains disent Réseau International lance son magazine pour faire concurrence à d'autres, et c'est pas du tout ça. On ne le lance pas du tout pour faire concurrence à Omerta, dont on salue le travail par ailleurs, ou GPTV, ou qui a sa publication, ou d'autres. Non, c'est parce qu'on estime que c'est important, le papier, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, et puis avec la censure qui vient, ça va être de plus en plus difficile aussi pour le système de censurer le papier qu'on se donne de la main à la main, qu'on se fait parvenir par un biais ou un autre. Je voulais également dire que même si c'est une guerre asymétrique, comme on dit, le pot de fer contre le pot de terre, eh bien, il y en a quand même beaucoup qui réussissent au quotidien des tours de force. Et je salue encore Nexus avec le magazine papier. Je le remontre. Nexus, voilà, qui est distribué en kiosque, sans publicité. Oui, absolument. Et qui, pour l'instant, passe entre les gouttes et de la censure. Et donc, voilà, c'est vraiment un tour de force énorme. Et donc, j'espère que d'ici quelques mois, Réseau International sera également distribué en kiosque. Je le souhaite de tout cœur. Donc, je le répète, préabonnez-vous. Je le souhaite aussi, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Un petit mot d'ailleurs avant qu'on close cette émission. Il y a eu le décès en début de semaine de Rav Ron Chaya, ce rabbin d'origine suisse qu'on voit dans mon générique. Je ne sais pas si tu as fait attention, et donc qui habitait en Israël. J'ai vu beaucoup de commentaires très durs sur Internet à son propos. Moi, à titre personnel, je ne suis pas pour me réjouir de la mort de qui que ce soit, et d'autant plus quand le cadavre est encore chaud, parce que, déjà, c'est un manque de respect pour la famille, et deux, ça n'ajoute rien au débat. C'est-à-dire que je te laisserai rebondir là-dessus, on est pour que certaines personnes, par exemple Netanyahou, cessent de nuire, mais on n'est pas forcément pour qu'ils meurent ou qu'ils meurent dans des conditions atroces. Qu'est-ce que tu en penses? Ah tout à fait, non, mais c'est clair. C'est clair qu'il est bien évident que
nous sommes pas d'accord évidemment avec beaucoup de ces gens, et ça, loin s'en faut. Ce sont quand même des criminels et donc c'est nécessaire de les dénoncer en tant que tels. Maintenant, non, effectivement, la violence et se réjouir de la mort d'autrui, non, n'est pas acceptable. De toute façon, moi je pense, il y a une justice immanente quelque part qui un beau jour arrive. Et c'est pas la peine donc d'aller déchaîner quoi que ce soit au niveau des violences. Il y a forcément un jour ou l'autre, ça retombe sur le coin du nez de la personne. Trop de venin entache de venin. C'est vrai, la justice immanente, elle peut être sur Terre ou elle peut être dans l'au-delà, pour ceux qui croient comme moi qu'il y a une vie avant la vie et qu'il y a une vie après la mort. C'est ce que je crois aussi d'ailleurs, c'est ce que je crois. Merci beaucoup. On va peut-être se quitter avec à nouveau ce petit zapping des personnalités que j'ai mis en musique. Encore une musique de Mon Cru. Hein, l'intro, c'était une musique de Mon Cru. Ah, c'est bien. Et là, l'outro, la conclusion, ce sera... alors, juste avant qu'on mette ce petit diaporama, je voulais juste également dire qu'on n'est pas des fleurs bleues et des bisounours. On dit on n'est pas pour la violence. Mais, comme disait Nelson Mandela, la violence, c'est la dernière des solutions une fois qu'on a épuisé toutes les autres. Et effectivement, quand quelqu'un vient pour vous piller, pour violer votre famille, et c'est pas avec des raisonnements bienveillants et la CNV qu'on va pouvoir, ou en cultivant des tomates, qu'on va pouvoir les raisonner ou les arrêter. Donc, il y a un moment donné où il y a aussi, par rapport au système, il va falloir trouver une sorte de rapport de force pour renverser la table, en tout cas pour faire une réelle démocratie, je l'espère. Moi, j'y crois, à titre personnel. Je lutte dans l'ombre pour. Je vais sortir un livre sur le sujet qui s'appellera « L'Armageddon nous appelle ». Et d'ailleurs, ce sera le nom du morceau qu'on va écouter avec le diaporama s'appelle le Armageddon Redeem. Voilà. Donc, rapport de force, ce sera peut-être ni tout à fait dans les urnes, ni tout à fait dans la rue, mais peut-être un subtil chemin entre les deux. Comme on dit chez les musulmans, la voie du paradis, c'est sur le fil d'un rasoir. On peut tomber à gauche, on peut tomber à droite, on peut même se faire découper par la lame, mais l'objectif, la lumière, est au bout. Merci beaucoup, Claude. Mais merci à toi, Raphaël, c'était un plaisir. Allez, générique de fin. À très bientôt. De toute façon, je t'interviewe pour ton livre que j'aurais lu. J'aime pas trop interviewer les gens quand j'ai pas lu leur livre, des fois. Et le tien, et comme tu l'as dit, il est relativement court, Ouais, ça se lit bien. Tu liras ça avec une boisson bien fraîche cet été. Écoute, ça sera parfait. Merci à toi, en tout cas. Et merci pour ta bienveillance, ta bonne humeur. À très bientôt.
Every path is a doorway now. Some here with the silence of a morning song. Some here with the drum and the night has begun. Some find their way in the crystal road. Some in the river where the wild winds blow. Look on a rooftop, heart open wide. Meditation like an ocean tide. Feet on the earth, eyes on the sky. Every soul let it out to fly. Different roads, one single line. Many colors, one pure sign. No roadway, no perfect line. Just the rhythm of being human. We feel it many ways, many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breath, with the prayer we say. Every heart finds its own highway. We feel many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths but the saving way. All returning to the same bright day. Sacred geometry drawn in the sand. A quiet mantra held in your hand. Candles burning soft and slow. Letting go of what we used to know. Some feel dancing in the moonlit trees. Some with stillness by the deepest sea. They watch their dreams and ancient songs. Medicine where the spirit belongs. And the voices touch you go. Many stories inside a song. Go competition, go finish line. Just a soul remembering how to shine. We feel many ways, many ways, many ways. Through the night and through the day. With the bless, with the breath, with the prayer we stay. Every high finds its own highway. We feel many ways, many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths but the same embrace. All returning to the same bright place. Crystals hum and the heartbeat grows. Sacred circles where wisdom flows. Drums in silence, fire and rain. Turning moods into gold.